Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, nous continuons notre recherche sur la noble voie du milieu, qui s'ouvre et se clarifie à mesure que nous sommes nombreux à l'emprunter. C'est d'ailleurs grâce à votre présence, votre soutien sous toutes ses formes et aux engagements communs qui en résultent, que cette recherche est rendue vivante et attrayante. Ensemble, nous avons déjà travaillé 2 paires d'opposés. La première, fond et forme, nous a révélé la voie de la juste créativité, une créativité en accord avec la création. Cette créativité qui laisse passer à travers la forme les qualités que nous sommes au fond. Qualités d'intelligence, d'amour et de volonté globale. Cette conférence nous a aussi permis de poser les bases, si vous en souvenez, de la qualité d'harmonie par le conflit, qui sous-tend toutes les dualités et leur résolution en une synthèse fluide. La deuxième paire d'opposés, libre arbitre et fatalité, a mis en lumière la voie de l'obéissance, dans son sens premier, qui nous parle fondamentalement d'une écoute subtile, obéir, nécessaire au consentement pour participer en toute liberté à mettre en œuvre le plan d'amour sur Terre. Dans cette conférence, nous avons aussi vu en détail les étapes que nous traversons pour passer de la dualité des opposés à la voie du milieu. On avait vu le discernement, la discrimination, dans son sens évolutif, et l'intuition. Nous n'y reviendrons pas donc cette fois-ci pour ne pas surcharger la conférence et nous vous invitons à vous référer à cette dernière si vous voulez réétudier ces étapes en détail. Aujourd'hui, c'est la dualité moi et l'autre qui va retenir notre attention. Comme nous l'avons évoqué la dernière fois, le choix des thèmes donc, sont inspirés par les énergies mensuelles, cycliquement à l'œuvre, en arrière-plan de toute manifestation. C'est donc en compagnie de l'énergie Gémeaux que nous allons cheminer ce soir donc par la dualité entre moi et l'autre, nous dirigeant ensemble vers cette synthèse fluide propre à la voie du milieu. Le symbole des Gémeaux étant 2 frères, 2 jumeaux reliés, contient du coup en lui-même toute la complexité des relations entre 2 frères, entre soi et l'autre. Mais il détient aussi le secret des justes relations entre soi et tous les autres. Et il semble évident que ce secret, si bien gardé par les Gémeaux, soit l'amour. Tout le monde sait que l'amour est la clé des justes relations. Mais nous verrons plus loin que l'amour, tout le monde en parle, mais personne ne sait fondamentalement ce que c'est. Bien. Ceci étant dit, commençons par discerner, première étape, ce que nous entendons par cette paire d'opposés, moi et l'autre, et en quoi cette dualité conditionne l'existence individuelle et collective. Tout d'abord, il faut bien réaliser que la dualité entre moi et l'autre est spécifique au règne humain, qu'elle apparaît en conscience individuelle lorsque justement le moi commence à s'affirmer et que l'autre, les autres, commencent à être perçus comme des entités à part entière, extérieures et totalement séparées de soi. Il y a moi au centre de ma conscience, et tout autour, il y a les autres, répartis en cercles plus ou moins éloignés, allant du cercle des proches, des membres de la famille, puis s'élargissant progressivement vers mes voisins, mes amis, les autres humains, jusqu'à tous les autres règnes qui peuplent la planète. Les planètes et les étoiles qui tapissent le ciel font partie du cercle le plus éloigné des autres. Auparavant, en conscience de masse, les peuples premiers ne ressentaient pas ce sentiment d'un soi séparé des autres. Leur interdépendance et leur communion instinctive avec leur environnement étaient telles que la séparativité entre soi et l'autre n'avait aucune réalité. Le concept d'Ubuntu, qui a été repris d'ailleurs par les créateurs du système informatique Linux, pour évoquer un outil qui favorise collaboration et partage,
s'inspire directement des peuples ancestraux d'Afrique australe. Ce concept d'Ubuntu témoigne bien de la perception du monde avant que la conscience individuelle ne se développe et ne domine du coup la conscience humaine. Ubuntu peut se traduire par « je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous ». Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. Cette affirmation signifie que l'identité d'un individu n'est pas seulement intrinsèque à elle-même, mais fondamentalement façonnée par les interactions et les interconnexions avec les autres. L'être humain se vit ici comme faisant partie d'un tout interdépendant. Certaines pratiques d'ailleurs africaines, ancestrales, qui ne font plus force de loi dans nos sociétés traditionnelles, individuelles, témoignent de cette interdépendance naturelle et instinctive qui régnait alors. Par exemple, le partage des ressources. Dans les communautés où l'Ubuntu est vécu, il est naturel de partager la nourriture, les outils et même les biens personnels, si on peut parler de personnel, car il est évident que la survie de l'un est liée à la survie de tous. De là vient aussi le respect profond des autres règnes de la nature. Car l'esprit de la communauté s'étend également à l'ensemble de la nature visible et invisible. Le lien avec les ancêtres en est une autre manifestation concrète. Les morts ne sont pas perçus comme des entités lointaines, séparées des vivants, mais comme une partie intrinsèque de la communauté, guidant et protégeant les vivants. Tous les mondes, toutes les sphères de vie sont interdépendantes. Mais l'histoire de l'humanité ne s'est pas arrêtée là. Et Ubuntu est devenu « je me fous de tout », sauf de moi et des miens. Il y a eu une énorme bascule. C'est comme si le moi s'était petit à petit détaché des autres, croyant pouvoir se définir par lui seul. Autrement dit, contrairement à Ubuntu qui dit « je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous », le moi dit « je suis ce que je suis grâce à moi seul et personne d'autre. Tout ce que je suis, je le dois qu'à moi-même. » On l'entend régulièrement. C'est le développement du mental concret qui a causé cette bascule. Faisant partie du progrès normal de la conscience humaine, il a doté l'individu d'un outil afin qu'il puisse reconnaître et comprendre le monde dans lequel il vit. L'humain s'est alors mis à prendre les choses une par une, les disséquant, les isolant de leur contexte, pour pouvoir les étudier précisément. Le mental, lui a permis à l'individu de se considérer comme unique et différent des autres. Il l'a poussé à vouloir mieux se connaître, d'où le développement de la psychologie personnelle, qui a cherché à analyser et comprendre toutes les parties psychiques de l'individu. Ou comme la médecine, qui a cessé de considérer l'humain comme une partie interagissante avec son milieu, pour pouvoir justement en disséquer chaque partie et l'étudier minutieusement, avec tous les progrès prodigieux que cela a permis à la médecine. L'humain a ainsi pris de plus en plus conscience de ses spécificités, de ses qualités, et a même commencé à revendiquer son indépendance, son autonomie, pour pouvoir s'émanciper loin des autres qui le retenaient par des traditions, des dogmes et autorités de toutes sortes, familiales ou communautaires. Ce processus donc s'est parallèlement développé aussi dans les nations, qui ont aussi cherché à affirmer leur autonomie, leur souveraineté, sans tenir compte des autres, mais bien au contraire, en imposant aux autres peuples leur domination et leurs lois. La valeur phare n'est plus alors l'interdépendance, comme au temps d'Ubuntu, mais bien l'indépendance, sur fond de séparativité. Dans tous les domaines, des sciences aux religions, en passant par la politique ou l'éducation, cette séparativité entre soi et les autres est source de nombreux conflits, catastrophes, partout dans le monde. Et nous sommes de plus en plus nombreux à le voir et à le déplorer. Le tissu social s'est déchiré,
Le lien avec la nature s'est délité, et les relations qui règnent en maître actuellement sont des relations de domination, de prédation ou d'intérêt personnel. Il n'y a qu'à regarder l'actualité du monde. Les autres sont perçus comme extérieurs à soi et sont pour la plupart considérés comme des entraves à nos ambitions, ou au mieux de simples objets que l'on cherche à utiliser pour son bonheur, son bien-être ou ses intérêts personnels. Mais voyons plus psychologiquement comment cette dualité nous conditionne de manière plus subtile, même lorsque nous sommes sur le sentier de l'évolution, comme c'est notre cas. Car malgré nos aspirations et notre réel engagement pour de plus justes relations, cette conscience séparative entre soi et l'autre exerce encore et toujours une forte influence sur nos vies et façonne encore nos relations. Pour cela, posons-nous sincèrement quelques questions qui mettent en lumière notre rapport entre soi et les autres. Face au comportement égoïste ou involutif des autres, est-ce que je réagis par la critique ou est-ce que je privilégie une attitude de compréhension aimante? Suis-je conscient de mon lien avec les grands problèmes de l'humanité? Ou je me sens extérieur à ces problèmes? Ma vision du monde est-elle binaire, bon et méchant, victime et bourreau? Ou bien est-elle unifiée, comme une humanité en évolution progressive? Dans mes relations aux autres, je les vois pour eux-mêmes ou pour ce qu'ils m'apportent? Connaissance, amitié, reconnaissance, plaisir ou autre. Concernant le monde minéral, végétal, animal qui m'entoure, est-ce que je les considère comme des partenaires d'évolution ou bien comme de simples décors ou de simples formes qui me divertissent, me gênent ou m'apportent ce dont j'ai besoin? D'autre part, n'oublions pas que la relation entre moi et l'autre, c'est aussi la relation entre l'âme et la personnalité. L'âme que l'on nomme parfois l'autre en soi. À ce sujet, nous pouvons nous poser deux autres questions. Est-ce que je me vois comme une personnalité ayant une âme, ou bien comme une âme ayant une personnalité? Est-ce que j'ai pour habitude de solliciter l'âme pour recevoir, ou est-ce que je me reconnais comme une âme qui rayonne, soutient et contribue à élever les autres? Cette introspection concernant le rapport entre moi et l'autre contribue à faire la différence entre nos aspirations et la réalité. Et bien que ces introspections mettent en évidence le champ de bataille que traverse tout aspirant aux justes relations, ce ne doit pas être une introspection morbide et dévalorisante, mais au contraire le point de départ d'une impulsion à chercher et à trouver en soi la voie du milieu, celle du véritable guerrier pacifique. Et le discernement est le premier pas indispensable pour réaliser où l'on se trouve sur le chemin de l'évolution, afin de voir clairement le prochain pas à franchir pour sortir de notre relation binaire au monde. Car malgré nos aspirations et nos méditations, comme les Gémeaux en début de carrière, nous sommes très instables, passant d'une paire d'opposés à l'autre. C'est seulement quand le Gémeaux trouve en lui l'énergie de son opposé complémentaire, qui est symboliquement représenté par le Sagittaire, qu'il se rend compte qu'il s'agit de la Terre, c'est-à-dire l'ensemble de tous les autres soi, et pas seulement de lui-même, comme nous allons le voir. Et qu'il trouve alors la voie du milieu et devient stable quant à son engagement et à l'identification à son véritable soi. Et bien pour nous engager sur cette voie du milieu, ne nous contentons pas de l'étape du discernement, mais cherchons ensemble maintenant à sentir ce que chaque pôle de cette paire d'opposés recèle, ce qui se cache
comme principe évolutif derrière le moi et derrière l'autre. C'est l'étape de la discrimination évolutive. Deuxième étape. Donc arrêtons-nous sur le moi. Le moi fait référence au principe d'identité, de pleine conscience de ce que nous sommes. Le moi nous parle d'une unité de conscience bien délimitée, consciente d'elle-même et de ses qualités sans aucune dualité. C'est un soi entier, plein et conscient. C'est de là que vient notre possibilité de dire « je suis ». C'est le sens premier de l'individualité. Et si dans le monde séparé, ce moi fait référence à une personnalité bien affirmée, consciente de ses qualités comportementales, à un niveau supérieur, c'est du soi en tant qu'âme qu'il s'agit. C'est ça que recèle le moi, derrière le moi. De l'âme que nous sommes, de notre identité essentielle, pleinement éveillée et consciente d'elle-même en tant que qualité non plus comportementale, mais comme qualité essentielle d'intelligence, d'amour et de volonté. Il est d'ailleurs intéressant de voir, et même au départ surprenant, qu'Alice Bailey, dans ses écrits, associe l'âme à l'ego, en prenant soin de l'écrire avec un grand E. Alors que dans la psychologie classique, l'ego concerne le moi personnel, ce moi que nous présentons au monde, qui nous permet de fonctionner dans la société, notre personnalité. En effet, ego vient du latin aussi bien que du grec, qui signifie le moi. Mais en fonction de l'identité, du centre d'identification qui est en jeu, le moi, l'ego, peut signifier la personnalité ou l'âme. Et évidemment, l'esprit ou la monade, à un degré de conscience encore plus élevé. Profitons-en pour bien faire la différence entre une conscience individuelle et une conscience personnelle. Ainsi, notons que l'âme, la monade, ou même un système solaire, ont une individualité extrêmement affirmée, c'est-à-dire pleinement consciente d'elle-même, mais plus du tout personnelle, c'est-à-dire centrée sur elle-même. C'est cette individualité, cette conscience de soi, que l'âme confère à la personnalité, et qui se déforme dans un premier temps en une conscience égoïste, centrée exclusivement sur elle-même. Pour résumer, on peut dire que derrière le moi se cache le véritable soi. Bien, intéressons-nous maintenant à la deuxième polarité, l'autre. Quelle réalité se cache derrière cet autre? Dans le monde de la personnalité, le concept de l'autre exprime la distinction, la perception de ce qui n'est pas soi, qui est donc en dehors de notre identité. L'autre, c'est l'étranger, celui que l'on ne connaît pas, qui est à l'extérieur de notre cercle de conscience. Il exprime la différence avec ce que l'on est, mais aussi la diversité, et finalement, la relation possible avec cet autre. Sans autre, pas de relation. D'où le mot « altérité », composé de la racine « alter », autre, qui concerne la relation à l'autre. Ou bien, avec la même racine, on a altruisme ou altercation, tous deux indiquant un type de relation possible à l'autre. Si l'on remonte un peu plus loin, le principe de l'autre contient en lui-même la diversité et la richesse de la vie. C'est le contraire de l'uniformité et du connu, puisque l'autre, c'est l'inconnu. L'autre, c'est l'ensemble de tous les autres. C'est l'ensemble de tous les égos, de toutes les âmes, d'où la notion d'alter ego. Finalement, littéralement, autre soi, qui peut se lire, comme on l'a vu, autant au niveau de la personnalité qu'au niveau de l'âme. Cela fait référence à la multitude des autres soi, des autres êtres. Cela nous parle de la présence d'un espace infini empli d'autres consciences, d'autres soi. Pour résumer, si le moi est un point, les autres représentent le cercle. Si le moi représente l'individu, les autres représentent l'ensemble. Si le moi fait référence au centrage, d'où égoïsme, les autres évoquent le décentrage, d'où altruisme. Si le moi fait référence à l'autonomie, les autres font référence à la relation possible, au lien qui nous relie à tous les autres.
Dans le domaine de la physique quantique, le moi pourrait être en rapport avec la particule bien identifiée et les autres avec le champ vibratoire de tous les possibles. Voyons maintenant quel est le point d'origine qui a donné naissance à ces deux polarités. Quelle réalité se dessine lorsque nous écoutons dans le silence ce qui est à la source de cette polarité qui cherche à s'unir? Autrement dit, la troisième étape, la voie du milieu. Une des notes de synthèse qui se présente lorsque les deux ne font plus qu'un pourrait se nommer la conscience du nous, ou conscience d'ensemble, qui mènera à terme à la conscience du tout, à l'identification au tout. Mais restons sur la note de cette conscience du nous, ou d'ensemble. On touche ici à l'essence même de l'énergie d'amour-unité, dont on connaît fondamentalement peu de choses, comme on l'a dit, et qui pourtant est à l'origine du monde. La conscience d'ensemble, telle que nous l'envisageons ici, se présente comme une octave inférieure de l'amour-unité, car l'amour-unité dans son essence concerne la conscience de la totalité de l'univers visible et invisible. Autant vous dire, nous n'en sommes pas là. Même les maîtres de sagesse les plus évolués sur notre planète en sont encore loin. Ils sont certes en unité avec la conscience de notre système solaire, et leur conscience embrasse tout ce qui y vit. Ils commencent même à prendre contact avec la constellation à laquelle notre Soleil appartient. Mais au-delà, les autres constellations, la galaxie, l'univers tout entier, restent totalement hors de leur champ de conscience et d'identification. Pour notre part, la conscience du nous que nous sommes invités à développer en tant qu'humains concerne l'ensemble de la planète Terre, avec tous ces règnes que sont les minéraux, végétaux, animaux, humains et dévas. C'est ce à quoi les maîtres de sagesse, à travers les enseignements ésotériques, cherchent à nous ouvrir. Ce n'est pas à l'amour-unité dans sa totalité, mais à l'unité de notre conscience planétaire. Et c'est déjà énorme, car le chemin de conscience est encore long pour y parvenir solidement et invariablement. Ceci étant dit, essayons de clarifier ensemble pourquoi cette conscience du nous planétaire est bien la voie du milieu entre moi et l'autre, et ce qu'elle est dans sa nature. Pour cela, rappelons que la voie du milieu donc fait jaillir un état d'être qui inclut et transcende les deux opposés. Un état d'être où l'on retrouve l'essence des deux au sein d'une note commune. Ainsi, la conscience du nous inclut bien l'ensemble d'un soi, première polarité, mais inclut aussi l'ensemble des autres soi, en référence à la deuxième polarité. Cette conscience, c'est un « je » qui résonne nous. Une identification pleine et entière à l'ensemble qui inclut tous les soi. En cela, elle les sublime tous les deux, car elle donne accès à une réalité qu'aucune des deux, prise séparément, n'a la possibilité de connaître. Exactement comme la symphonie jouée par l'orchestre inclut et transcende tous les instruments pris séparément. On peut donc dire que la conscience du nous, la conscience d'ensemble, est bien la voie du milieu entre moi et l'autre. Et concernant sa spécificité, sa nature, on peut dire deux choses. Premièrement, que cette nouvelle réalité est la perception d'être un ensemble, un tout dont les parties ne sont que des aspects différenciés, plus ou moins avancés, plus ou moins révélés sur l'échelle de l'évolution de la conscience. Et non pas seulement des parties qui cherchent à se relier pour former un tout. C'est la conscience que l'ensemble préexiste aux parties. Deuxièmement, seule cette nouvelle réalité de la conscience du nous donne accès au sens, à l'intention du projet de l'organisme global, et par conséquent à la raison d'être de chacune des parties. Ce qu'aucune des parties seules, tant qu'elles se vivent séparées, ne peuvent concevoir.
C'est grâce à ces deux caractéristiques que la conscience du nous, synonyme de l'âme, a le pouvoir d'instaurer de justes relations entre soi et les autres, et entre tous les autres soi, c'est-à-dire entre toutes les parties de l'organisme Terre. Car seul le tout a le pouvoir d'harmoniser ses parties. Ceci est un principe universel. Par exemple, seul l'organisme forêt, la conscience de l'ensemble de la forêt, a le pouvoir de réguler et d'harmoniser l'écosystème constitué par toutes ses parties. Quand l'humain, le quatrième règne, s'en mêle avec une conscience séparée, en cherchant à comprendre et à réguler chacune des parties indépendamment de l'ensemble forêt, il ne fait que dérégler le fragile équilibre qui y règne, car il ne connaît pas le projet d'évolution de l'âme du règne végétal. Il lui manque la conscience globale, la conscience d'ensemble qui lui révélerait la juste attitude à adopter pour contribuer à sa juste évolution. Les peuples premiers l'avaient instinctivement. Nous devons la trouver consciemment et mentalement pour que nous puissions répondre au plan plus vaste d'unité planétaire auquel nous sommes maintenant conviés en entrant dans la nouvelle ère du Verseau. Mais comment développer cette conscience du nous ? Cette conscience du nous d'ensemble n'est pas facile, en effet, à développer. Elle demande une certaine capacité d'abstraction. Car fondamentalement, il n'y a pas d'unité sans abstraction. Ça aussi, c'est un principe universel. En effet, comment, par exemple, sentir l'humanité une sans cette capacité de s'abstraire de soi-même en tant que partie séparée et locale ? Comment rejoindre le partout et toujours de la conscience d'ensemble sans la capacité de s'abstraire de l'ici et maintenant ? Au lieu d'apprendre cette capacité d'abstraction pour rejoindre cette conscience du nous, nous cherchons généralement à la construire par le bas, cette conscience du nous, à additionner les parties, à les mettre en lien, en espérant que l'ensemble émerge de cette addition. Mais comme nous le disions, le tout est bien plus que l'ensemble des parties. C'est ainsi que beaucoup d'entre nous, aspirant aux justes relations universelles, s'évertuent à multiplier les contacts avec les autres, à voyager, à relationner, à découvrir de nouvelles cultures et de mettre en lien les uns et les autres, mais aussi à aider, à partager, à mettre en commun. D'ailleurs, suite aux crises toujours plus intenses dues aux excès de la conscience individuelle séparatrice, apparaissent de plus en plus de courants de pensée et d'initiatives alternatives qui vont dans le sens de cette interdépendance consciente. Que ce soit à travers l'agriculture biologique, l'éducation holistique, l'économie sociale et solidaire, les tentatives de politique internationale pour le climat ou pour la protection de l'océan, comme celle qui a lieu à Nice en ce moment, et bien d'autres tendances, cette interdépendance consciente n'a jamais été aussi développée dans le règne humain. C'est ainsi que la conscience d'interdépendance consciente se développe. Nous insistons sur consciente pour bien faire la différence avec l'interdépendance innée et instinctive des peuples premiers. L'interdépendance consciente est développée donc par des personnalités conscientes d'elles-mêmes, faisant leurs propres choix sans autorité extérieure et conscientes des problèmes et des enjeux planétaires. Et cela donc ne peut se développer qu'après le passage par la conscience individuelle, dont seuls les chefs de tribu et quelques chamans possédaient autrefois. Et tous ces mouvements d'interdépendance consciente, de cette indépendance, on va dire, renouvelée, sont fondamentalement justes et bons. Car c'est véritablement le signe que la conscience progresse vers la conscience d'ensemble, vers la conscience du nous. Et il est absolument nécessaire de la reconnaître partout. Toutes ces initiatives grandissantes pour les encourager, les soutenir et contribuer à leur croissance. Le monde en a grandement besoin. Mais il est aussi crucial de réaliser que cette conscience d'interdépendance n'est qu'un marchepied vers la conscience d'ensemble, un intermédiaire, une étape transitoire et pourtant indispensable.
D'ailleurs, de plus en plus nombreux sont celles et ceux qui maintenant ont les aptitudes sensibles et mentales pour enclencher ce prochain pas, celui de la conscience du nous. Et pour bien comprendre cela, nous allons mettre en évidence une analogie entre les trois types de conscience que sont la conscience d'indépendance, d'interdépendance et d'ensemble, et les trois aspects que sont la forme, le corps éthérique et l'âme. Même si ce n'est pas une correspondance exacte en tout point, c'est une analogie toutefois très enseignante. Et comme cela nécessite aussi une certaine abstraction, gardons à l'esprit ce simple schéma qui va nous aider à percevoir cette analogie. D'un côté, une colonne, en partant du haut, l'âme, le corps éthérique et les formes. De l'autre, une deuxième colonne, avec en haut la conscience du nous, ou conscience d'ensemble, en dessous l'interdépendance, et tout en bas l'indépendance. Selon cette analogie, on peut dire que premièrement, l'interdépendance est à l'indépendance ce que le corps éthérique est à la forme. L'interdépendance est à l'indépendance ce que le corps éthérique est à la forme. Et deuxièmement, que la conscience d'ensemble est à la conscience d'interdépendance ce que l'âme est au corps éthérique. La conscience d'ensemble est à l'interdépendance ce que l'âme est au corps éthérique. Il y a donc un rapport étroit entre les deux colonnes. Mais pas de panique, nous prenons le temps de nous expliquer. Et commençons par le premier rapport, corps éthérique et interdépendance, et forme et indépendance. Vous savez que le corps éthérique, ça demande quelques notions de théorie, mais qu'on a déjà évoquées dans d'autres conférences. Vous savez que le corps éthérique est cette trame d'énergie qui sous-tend toute forme de vie. C'est une substance fluide qui relie toutes les parties d'un organisme entre elles. C'est la matrice à partir duquel toutes les formes de vie émergent, comme les vagues qui émergent de l'océan, sauf que cet océan est fait de matière si subtile qu'elle est invisible à l'œil nu. C'est le fondement de l'interreliance, de l'interdépendance entre les formes de vie qui semblent apparemment séparées. C'est pourquoi l'interdépendance, qui cherche à rétablir les liens qui nous unissent, à rendre tangible ce qui nous relie, est en correspondance avec le corps éthérique. En effet, sans le savoir, en cherchant à reconstruire le lien entre tous, nous révélons en quelque sorte la présence du corps éthérique entre les êtres. Tous les liens, toutes les relations que nous construisons avec tous les autres sont une manifestation de la présence du corps éthérique et contribuent à révéler le principe d'inséparabilité entre toutes les formes de vie, dont le corps éthérique est le symbole. Par contre, la conscience d'indépendance personnelle, qui ne vit et ne voit qu'un monde formel, en apparence séparé, correspond donc au monde des formes. C'est pour cela, selon notre analogie, que l'on peut dire que l'interdépendance est à l'indépendance ce que le corps éthérique est à la forme. Jusque-là, ça va. Maintenant, poussons un peu cette abstraction concernant notre deuxième rapport entre âme et conscience d'ensemble et corps éthérique et interdépendance. N'oublions pas que, deuxième partie un peu théorique sur le corps éthérique, que le corps éthérique a la propriété de tout relier, donc dans le monde des formes, reliance horizontale, qu'on vient de voir, et il est aussi l'intermédiaire entre les états de conscience, les états d'être, et le monde des formes, qui revient à une reliance plus verticale. Si cet état d'être, par exemple, est émotionnel, c'est l'énergie émotionnelle qui est transmise à la forme par le corps éthérique, par l'intermédiaire du corps éthérique. Si cet état d'être, c'est l'âme, alors c'est l'énergie de l'âme qui circule à travers le corps éthérique vers la forme.
Le corps éthérique en lui-même n'est donc pas garant de la qualité et de l'intention qui circulent à travers lui et qui animent les formes. De la même façon, l'interdépendance, par elle-même, n'est pas garante de la juste direction et des justes relations. Car on peut créer des liens de groupe, s'unir jusqu'à une certaine communion, même avec les autres, sans pour autant percevoir l'intention de l'ensemble, l'intention de l'âme une, du projet planétaire par exemple. Car se relier et s'unir physiquement, émotionnellement ou mentalement, comme le fait la conscience d'interdépendance, n'est pas la conscience de l'âme qui perçoit l'unité de toutes les âmes et l'intention animatrice au-delà des mondes physiques, émotionnels et mental. L'interdépendance sans la conscience d'ensemble qui pilote, c'est l'interdépendance sans la conscience d'ensemble qui pilote, c'est comme le corps éthérique sans l'âme qui dirige. On peut construire plein de relations, on peut rassembler des formes séparées, faire des groupes et même créer des ensembles très grands, mais sans jamais être animé par l'âme et son intention. Ainsi finalement, se planter tous ensemble. Et on l'a vu dans plein d'endroits dans l'histoire de l'humanité. Car l'âme ne cherche pas à unir sans intention. Elle le fait dans un but qui ne se découvre que petit à petit au sein de la conscience d'ensemble. Lorsque le mental a appris à écouter, à obéir la présence de cette conscience du nous. Pour que l'interdépendance et les relations qui en résultent soient vraiment animées de cette intention, qu'on appelle des fois mystérieusement plan d'amour, il va falloir que la conscience d'ensemble soit consciemment développée et vivante. C'est seulement ainsi que la volonté et les qualités de l'âme peuvent animer le corps éthérique de la planète et de tous les règnes, et véritablement unir toutes les formes de vie selon l'intention de ce grand plan d'amour-unité tel que l'âme planétaire et les maîtres le connaissent et servent. Voici pourquoi on peut dire que la conscience d'ensemble est à l'interdépendance, ce que l'âme est au corps éthérique. Nous verrons en fin de conférence le secret de l'énergie Gémeaux qui nous invite à ne pas mettre en opposition ces trois niveaux de conscience qui cohabitent en chacun de nous et dans l'humanité, mais à les reconnaître afin que les qualités de l'âme puissent croître et luire dans le monde. Nous y reviendrons en fin de conférence. Pour revenir à notre paire d'opposés, on peut donc dire que l'interdépendance n'est pas la voie du milieu, mais une voie d'entre-deux, évolutive cependant, entre moi et l'autre. Il s'agit d'une première étape dans la recherche d'harmonie entre moi et l'autre, mais dans laquelle le véritable sens de la relation ne peut pas encore émerger. La voie du milieu, c'est la conscience d'ensemble, le nous. En attendant, notons combien, dans le monde, beaucoup de personnes ont acquis et vivent selon la conscience donc personnelle, d'indépendance, et ont acquis le pouvoir de construire consciemment des formes physiques, émotionnelles et mentales, toutes pour l'instant séparées. Mais aussi qu'une partie de plus en plus grande, au sein de l'humanité, se développe, et développe la conscience d'interdépendance, et reconstruit ainsi petit à petit le tissu social, une trame interreliée, interconnectée, suffisamment solide et stable, pour réceptionner et faire circuler les énergies, les qualités et les pensées issues du plan d'amour auquel tous ceux qui développent la conscience du nous ont accès. C'est ainsi que les justes relations entre moi et l'autre pourront s'incarner sur Terre, et que l'humanité pourra enfin se rendre utile dans le chantier planétaire et construire des formes véritablement intelligentes pour le bien de tous. Pour cela, il est urgent de s'atteler, pour ceux qui le peuvent, à nourrir consciemment cette conscience du nous, véritable conscience de l'âme,
et seule source des justes relations. Bien, cette nécessaire clarification ayant été faite, voyons maintenant les incidences psychologiques au quotidien de ces trois états de conscience, notamment en ce qui concerne notre relation du coup entre moi et l'autre. C'est une quatrième étape qui a pour but d'apporter de nouvelles propositions et des pistes de travail concernant les questions que nous nous sommes posées dans la première étape du discernement. Reprenons-en quelques points. En ce qui concerne le manque et le désir de relation. En conscience individuelle, je suis plein de moi-même et me suffit à moi seul. Je prends et possède l'autre sans me poser plus de questions. En conscience d'interdépendance, je cherche la complétude, l'unité, la plénitude dans la relation à l'autre. Je multiplie les rencontres, sexuelles, physiques, émotionnelles ou intellectuelles, en espérant donc combler ce manque d'unité. En conscience d'ensemble, grâce à la méditation, la plénitude des qualités universelles de l'être remplit l'espace de la conscience. Les relations aux autres ne sont plus alors un besoin personnel, mais un moyen de laisser circuler ces qualités, afin qu'elles s'émancipent dans toutes nos relations. La relation est alors un acte de service, et non plus une opportunité de se servir. C'est à partir de là que dans le quotidien, la juste distance avec l'autre s'opère. Ni trop loin, ni trop proche, mais dans un subtil équilibre dicté par la loi d'amour, qui maintient ces parties à juste distance l'une de l'autre, pour le bon fonctionnement de l'ensemble. Ce n'est plus la loi de l'affect, même subtile, qui attire ou repousse à la seule force de ses appréciations personnelles, engendrant ainsi relations de fusion ou d'exclusion, menant toujours à la confusion. Lorsque la présence de l'ensemble est maintenue en soi, nous sommes dans ce monde, avec le monde. Mais intérieurement, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes identifiés au monde des qualités de la conscience d'ensemble. C'est ainsi que nous pouvons apprécier une conversation, un concert ou toute autre activité sans pour autant y être totalement identifié et confondu. C'est une double conscience, ou ce qu'on appelle la continuité de conscience entre le monde des formes et le monde de l'âme. Ainsi, nous sommes là ce soir, nous sommes en train de partager un moment, mais en même temps, nous pouvons être conscients que nous sommes unis à toutes les âmes, voyageant vers le soi unique, notre véritable nature. C'est ainsi que nous participons à relier le monde des hommes au monde de l'âme, le monde de la conscience personnelle et interdépendante à la conscience du nous. Plus nous serons identifiés à l'âme, plus cela deviendra naturel dans toutes les situations. Deuxième point, en ce qui concerne le rapport à l'âme. En conscience séparée, on nie l'âme, car seul le monde visible existe. Je ne crois que ce que je vois. En interdépendance, l'âme est bien réelle, mais toujours à l'extérieur. C'est l'autre en soi, comme on a dit. Je me tourne vers cet autre, je m'y relie, et puise l'inspiration, même non plus tant pour mon intérêt personnel, mais de plus en plus dans l'élan de servir même l'ensemble. Mais je reste identifié à ma personnalité. Je suis une personnalité qui a une âme. C'est une étape essentielle et même indispensable, car justement elle contribue du coup à tisser les premiers fils du canal entre la personnalité et l'âme. En conscience d'ensemble, par contre, c'est un changement radical, un véritable saut de conscience. Je suis maintenant une âme qui a une personnalité, un « je suis » qui résonne « nous », comme on l'a évoqué plus haut. Et pour illustrer cela, et synthétiser tout ce qu'on a vu là sur la conscience du « nous », rien de tel qu'un petit conte zen que nous avons adapté et qui ne manquera pas de parler droit au cœur. Une petite vague
sur l'immense océan, s'apitoie sur elle-même. J'ai beau m'agiter et parcourir tout l'océan pour relationner avec les autres vagues, mais à peine je les rattrape qu'elles filent devant moi ou disparaissent dans l'océan. Plus je m'agite pour les rejoindre, plus je me sens seul au milieu de cette immensité, où les autres vagues semblent à la fois si proches et si éloignées. Un sage poisson, passant par là, et la voyant si triste, lui dit « Cesse de t'agiter, petite vague. Tu n'es pas seulement une vague, tu es l'océan tout entier. » C'est ainsi que peu à peu, la petite vague devint grande, calme et pleine de joie. Car maintenant, elle se sait et se vit océan, unie à toutes les vagues, au-delà des apparences, fait de sommets et de creux. Elle ne cherche plus à les rejoindre frénétiquement, mais seulement à se laisser traverser par l'océan, pour que ces ondes transmettent l'unité, la beauté et le souffle de celui-ci à toutes les autres vagues. Eh bien, nous aussi, nous ne sommes plus seulement une vague dans l'océan, comme en interdépendance, mais l'océan tout entier dans toutes les vagues. Nous sommes cette étincelle d'unité qui brille dans tous les autres soi. C'est de cela dont parle la voie du milieu. Troisième point, en ce qui concerne la critique. En conscience séparée, la critique, on critique d'ailleurs, sans retenue, dès que l'autre n'agit pas ou ne pense pas comme soi. En interdépendance, on se retient de critiquer, parce qu'on cherche à ne pas nuire à l'autre. On cherche à le respecter dans sa différence, même si souvent on n'en pense pas moins. En conscience d'ensemble, c'est la compréhension aimante qui s'impose, car on réalise que l'autre est un autre soi qui a autant besoin d'amour et de compréhension que nous en avons besoin nous-mêmes. De plus, l'unité avec les autres soi confère cette qualité qui permet de toucher et comprendre intimement pourquoi l'autre pense et agit de telle ou telle manière. L'identification à l'âme, océan de toute conscience, donne accès à la conscience de toutes les formes et permet de voir toutes les formes, tous les actes, toutes les pensées à la lumière du niveau de conscience sur le chemin de l'évolution. De là naît le véritable cœur compréhensif. Il n'est pas facile d'aimer et de comprendre comme le font les grands êtres, qui font preuve d'une stable et imperturbable compréhension aimante, malgré la claire perception des défauts de tous les êtres humains. Mais tous ceux qui cherchent à servir les grands êtres apprennent à servir par cette compréhension aimante. Ce qui ne veut pas dire acquiescer et cautionner tous les dires et les comportements des autres, comme nous l'avons déjà exploré dans une conférence en 2022 sur la compréhension aimante, si vous voulez approfondir cette notion-là. Dernier point en ce qui concerne les problèmes du monde. En conscience individuelle, chacun ses problèmes, pour ne pas dire autre chose. Ceux des autres ne me concernent pas et ceux de la société encore moins. En conscience d'interdépendance, je me sens affecté par les problèmes des autres et du monde. Et même je me démène, souvent, parfois pour trouver une solution. Mais bien souvent formelle et partielle, qui soulage, certes, mais ne guérit pas. Ou bien je souffre avec l'autre, et souvent me laisse entraîner dans le tourbillon du découragement. En conscience d'ensemble, le monde extérieur est vu comme le reflet de notre monde intérieur. Il n'y a pas de séparativité entre l'extérieur et l'intérieur. Ce que traverse l'humanité est aussi ce que nous traversons nous-mêmes, à des degrés plus ou moins subtils,
souvent sous d'autres formes. Et la seule façon d'aider la conscience à évoluer est de nourrir en nous-mêmes la proposition de conscience, le nouvel état d'être que le problème cherche à révéler. En étant et en rayonnant ce que nous sommes fondamentalement, nous permettons aux autres de trouver en eux la force de ces mêmes qualités propres à toute âme. Un exemple d'actualité, et qui le restera tant que cette conscience du nous ne dirigera pas le monde, c'est le conflit israélo-palestinien, qui fait couler tant d'encre, de larmes et de sang, et qui est le symbole le plus criant de la séparativité humaine. Toutes les consciences en interdépendance savent que la solution est la reconnaissance de deux états. Mais en conscience d'ensemble, là où l'extérieur et l'intérieur ne font qu'un, nous savons que cela ne sera possible que lorsque nous-mêmes, dans notre vie intérieure, nous arriverons à reconnaître l'autre, les autres, comme un autre soi-même. Seulement ainsi, nous pourrons participer à poser les bases solides d'une paix durable et véritable entre les peuples. On n'attendra plus de l'extérieur, des politiques ou des autres. Pour conclure, n'oublions pas le secret de l'énergie Gémeaux qu'on vous avait promis. Pour cela, il faut garder à l'esprit que là où nous en sommes, nous avons encore en nous des jumeaux, en cours de juste relation. C'est-à-dire des parties de conscience individuelle, séparées, qui résistent à passer à la conscience d'interdépendance. Et aussi des parties qui fonctionnent déjà en interdépendance, et qui résistent à se donner à la conscience d'ensemble, qui pour la plupart du temps ne peut se vivre que dans le silence profond de la méditation, mais qui à force de persévérance et de don de soi, finira par s'installer durablement dans notre conscience au quotidien. C'est à ce don de soi que nous invite l'énergie Gémeaux par l'intermédiaire de sa phrase clé. Elle est à méditer et aussi à prononcer en tant qu'âme. Je reconnais mon autre moi, et dans l'effacement de ce moi, je crois et luis, des verbes croître et luire. Traduction. En tant qu'âme, en tant que conscience d'ensemble que nous sommes, nous pouvons reconnaître notre autre moi, c'est-à-dire la personnalité, qu'elle soit en conscience séparée ou en conscience d'interdépendance. Une reconnaissance sans aucun jugement, mais emplie de compréhension aimante pour ce qu'elles permettent sur le chemin de l'évolution. Et dans l'effacement de ce moi, c'est-à-dire dans le non-attachement, dans le détachement de cette façon d'être au monde, je crois et lui. Autrement dit, la conscience d'ensemble peut s'expandre et rayonner. Cette énergie Gémeaux est une véritable invitation, du coup, à changer d'identité par un transfert net mais fluide de conscience. Voici son secret. Même si ce transfert, avant qu'il ne soit total et permanent, engendrera de nécessaires dualités entre l'âme et la personnalité. Dualité qui nous incite à continuer, à chercher leur résolution fluide depuis l'âme que nous sommes, même si la personnalité ne lâchera pas facilement ses acquis. Mais comme nous aimons à le dire, c'est en sciant que Léonard de Vinci. Alors, persévérons dans le don de nous pour révéler ensemble cette noble voie du milieu. Et avant de méditer, écoutons la note de synthèse évoquée par le poème de Michel. Ce soir, ce poème s'intitule « L'hymne au nous ». Au début, il n'y a qu'un nous, un souffle, un lien, un grand tout. Les étoiles, forêts, humains et même les loups vibraient ensemble dans un esprit d'Ubuntu. Puis, s'est éveillée la conscience du moi. Le moi se place au centre, devient roi.
Domination et intérêt personnel font la loi, aveugle au monde entier et au désarroi. L'autre est lointain et représente l'inconnu, différent, extérieur et souvent farfelu. Mieux vaut s'en méfier sans aucune retenue. Il pourrait me changer de façon incongrue. L'ego individuel avance ainsi et se précise vers une unité fonctionnelle assez exquise. Il peut dire « moi je me suis fait à ma guise », sans prendre en compte les alter-ego en crise. Et puis, vient un temps où l'interdépendance se fait jour, tissant des ponts, agrandissant les contours. Le bon sens commun nous invite au chemin du retour, passant par des interrelations, portant un premier secours. Mais l'âme, en chacun de nous, poursuit sa proposition. Pousse à plus, murmure son rêve d'union. Une union intérieure, cette fois consciente et sans confusion, seule capable d'instaurer de justes relations. Le nous alors devient notre véritable identité. Un cœur d'être, de nature unifiée. Présence claire, conscience d'unité, qui maintenant avance par moi, par l'autre et par toute l'humanité. La réalité du nous nous attend depuis tout ce temps. Et sommes-nous prêts à la rejoindre consciemment ?